Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Chronique, c'est le Général D et je suis accompagné de mon gars Black. Yo, bonjour les gars. Tout d'abord, on aimerait vous remercier par rapport au premier épisode qui pour nous est un succès. Par rapport à tous les retours qu'on a pu échanger avec vous, l'idée nous est venue de faire un petit procès d'Adam Silver. Les pour, les contre, on va évoquer avec vous plusieurs sujets et Black, je te laisse prendre la main pour le premier sujet. Ouais. Alors le premier sujet, c'est vrai que on en a parlé, on a eu les retours et c'est vrai que pas mal de personnes l'ont cité dans les commentaires suite au premier podcast, c'était la défense. C'est qu'est-ce qui s'est passé, où est passée la défense en NBA? On a l'impression, en tout cas quand on regarde les matchs, que c'est devenu limite optionnel. Bon, on ne veut pas abuser parce que je pense que certains, en tout cas, prennent toujours ça au sérieux et font du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est vrai que contrairement à une certaine époque, ou contrairement à ce qu'on pourrait attendre, tout simplement, on va pas toujours, comparer les époques, c'est simplement qu'on a l'impression que les efforts en défense ne sont plus les mêmes, en tout cas qui sont pas bien faits et on a du mal à voir, de nos jours l'impact de la défense. À quel point justement on va favoriser l'attaque aux dépens de la défense et est-ce que vraiment ça favorise le spectacle? Est-ce que vous kiffez aujourd'hui regarder des matchs où, les gens défendent à moitié ou défendent pas du tout? Je sais pas, Ludé, tu en penses quoi toi? Ben moi, ce que je pense, c'est que il y a certaines, on peut dire qu'il y a du pour et du contre. Ça a pu amener une certaine attaque qui a pu évoluer, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, qui permet aux joueurs de s'adapter plus facilement. Mais par contre, on a bien pu voir qu'il y a un manque de volonté des joueurs de vouloir d'être dur sur l'homme, d'être capable de vouloir coller ou mettre juste la main un petit peu sur le bassin. J'exagère peut-être un petit peu, mais je trouve que ça a vraiment mis la défense en péril et notamment de voir des grands défenseurs comme Tony Allen ou même plus récemment des Marcus Smart, même si son niveau n'est plus ce qu'il était il y a quelques années, c'est très compliqué de trouver des joueurs de petit calibre défensif de haut de tableau où on voit comme par exemple Léonard qui a pu changer des matchs juste avec sa défense. Maintenant, c'est plus ce qu'on peut voir actuellement en NBA. Je pense qu'on ne veut pas forcément les mettre en avant. Parce que si tu regardes Boston et leur victoire l'année dernière, je pense qu'elle est en grande partie due au taf que font Joe Holiday et Derrick White. Donc, de toute façon, on peut rajouter même Jalen Brown et Tatum, qui sont quand même des bons défenseurs pour ce qui est proposé aujourd'hui en NBA. Mais c'est vrai que voilà, ça a l'air un peu d'être des exceptions. Et surtout, on n'a pas l'impression que c'est le style qui soit attendu ou valorisé en NBA. Après, au-delà de ça, c'est vrai que ça doit être plus difficile dans un sens de défendre aujourd'hui en NBA avec les nouvelles règles. C'est vrai, comme tu le disais, tu n'as plus le droit de toucher les joueurs, tu n'as plus le droit de mettre ta main sur la hanche ou de les orienter dans un sens à partir du moment où tu en touches un, il y a un coup de sifflet. Le spacing aussi, c'est ce qu'ils aiment bien nous sortir aujourd'hui avec les joueurs qui ont plus de skills, qui ont plus d'espace, etc. Donc c'est censé nous apporter un meilleur spectacle, sauf qu'au final, le spacing il est utilisé uniquement pour des shoots à 3 points, enfin en grande majorité. C'est vrai que l'art de la défense en soi, il est beaucoup moins représenté. Et pour moi, en tout cas, en tant que moi, spectateur de NBA, pour moi, le produit est moins bon parce que ouais, moi j'aimais bien avoir des belles actions défensives. Et souvent, une belle action défensive, ça apporte une très belle action offensive parce que ça t'amène une contre-attaque qui est censée être explosive. Donc voilà. Mais Remarquer des joueurs comme par exemple, qui sont pas forcément des défenseurs de haut tableau, mais un Andrew Bogut, ce genre de joueurs qui sont capables d'amener à certains moments une certaine dureté qu'on a envie, ou ce joueur-là, il est plus ou moins réputé pour ce côté un petit peu bad qu'on peut voir même par séquence. Je trouve que ça se perd. Je sais très bien qu'on a bien pu voir aussi de grandes actions, comme ce que Giannis il a fait récemment, ou ce que Bam il avait fait lors de la bulle, cette défense incroyable. Aujourd'hui, ça se fait tellement rare au profit du shoot à 3 points. On en avait parlé un petit peu dans l'ancien épisode, mais tout ça, c'est pour favoriser ce jeu un petit peu rapide, de tir à outrance, et c'est une chose que je déplore. ouais, et tu vois, c'est trop marrant que tu parles de Andrew Bogut parce que justement, il a son podcast aussi et il y a un de ses clips qui était passé et il parlait de, l'action qu'on a fait, les rebonds suite à un shoot et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'il disait que par rapport à avant, même au niveau des rebonds, j'ai retrouvé le truc. En gros, il disait qu'en 2017-2018, la moyenne de box out pour une équipe, c'était 25 et aujourd'hui, genre, c'est passé à 8 quoi. C'est un truc incroyable. Je sais pas, pour moi, c'est une stat qui est incroyable. Ça veut dire que les gars n'essayent même plus en vrai même de dominer même au niveau du rebond, quoi. Tu as 2-3 gars qui prennent les rebonds et voilà. Même les bigs, Bah, bon, de toute façon, on voit les chiffres baisser, mais je trouvais ça intéressant comme stat quand même. En général, aujourd'hui, les mecs qui vont aller au rebond, c'est qui? C'est les mecs qui vont peut-être chercher la stat. Mais tout est fait sur les stats qui aujourd'hui sont faits un petit peu à outrance. On voit des stats un petit peu partout.
des chiffres qui popent de partout, on ne sait pas pourquoi. Mais au final, si ce n'est pas pour sa ligne de stats personnelle, les gens n'ont plus cet art, cette envie d'aller capter ce rebond pour pouvoir essayer de changer un game par rapport à ça. Avant, tu avais plein de joueurs qui avaient ce type de profil, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est un sujet, mais après je pense que comme on l'a dit aussi, l'arbitrage, n'aide pas. Dans le sens où même quand tu es un bon défenseur et que les arbitres sifflent tout et n'importe quoi, est-ce que ça te donne envie de jouer aussi dur que tu pouvais le faire il y a quelques années ou que tu pourrais vraiment le faire? Je pense que c'est aussi un obstacle à la qualité de jeu et à la qualité des défenses. D'ailleurs, si on doit parler des arbitres, franchement, je pense que c'est un bon c'est un bon sujet pour enchaîner. Parce que l'arbitrage, je sais pas si tu as vu un peu, sur des derniers matchs, on a vu des trucs incroyables. Il y a eu l'autre qui s'est mangé une technique parce qu'il a dit qu'il y avait de la bière sur le sol. L'arbitre l'a pas compris, donc il a mis une technique. Bon, il l'a retiré après, mais quand même, il a mis la technique. Je sais plus, je crois que c'était Sabonis qui, s'est mangé une technique parce qu'il est créé sur ses coéquipiers. Donc, l'arbitre n'a pas aimé, donc il lui a mis une technique même après les explications. Je sais pas, pour moi, il faudrait qu'on reparle de l'arbitrage globalement et ça fait partie aussi des choses que Adam Silver, je pense, il a donné plus de pouvoir aux arbitres. Est-ce que c'est justifié? Est-ce que c'est tu vois? Est-ce que les gens payent les matchs? Enfin, tu payes ta place pour aller voir un match, est-ce que c'est pour voir l'arbitre faire son show ou c'est pour voir les joueurs faire leur show? Et j'ai l'impression aujourd'hui que les arbitres se prennent pour des stars. Bah, le problème, c'est qu'il y a je pense qu'il y a un moment où l'arbitrage a dû se resserrer parce qu'on pouvait voir des marchés, on pouvait voir des joueurs faire des 4 pas, on pouvait voir des joueurs faire des reprises de dribble, des portées de balles et je pense qu'il fallait au bout d'un moment être dur pour pouvoir, remettre l'église au milieu du village. Mais le problème, c'est que dans l'excès, la NBA ou Adam Silver, je sais pas vraiment c'est qui décide de tout ça, mais c'est allé trop loin. Ce qui fait qu'en fait, le jeu est devenu beaucoup plus soft dû au fait que les arbitres ne veulent plus laisser les joueurs jouer. Je sais que à l'époque, il y avait Zach Randolph, ils étaient partis voir l'arbitre pour dire laissez-nous un peu jouer bien avant le match, histoire de Ouais, cadrer je un vois peu de le qui tu truc, parles, ouais. pour pouvoir qu'il y ait un peu de contact et que le match soit un petit peu plus attrayant. Et aujourd'hui, c'est devenu tellement compliqué de pouvoir défendre dû au fait que les arbitres ne laissent vraiment, mais vraiment rien passer, que le jeu perd en qualité. Bah, pour moi, c'est pas qu'il laisse rien passer parce que je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le fait qu'il soit devenu plus dur sur les marchés ou ce genre de choses parce que justement, j'ai l'impression qu'on est dans l'époque où il laisse le plus passer les marchés, les portées de balles. Sur chaque action, tu as pratiquement bon, j'abuse pas sur chaque action, mais à chaque match, si tu regardes bien, quand tu regardes les highlights et cetera, les gars, ils font beaucoup de portées de balles, ils font beaucoup de marchés, genre c'est les moves qu'ils inventent, c'est des marchés en vrai pour certains et c'est des choses qui sont tolérées pour favoriser le spectacle. Après, je sais que pour mieux contrôler les joueurs et les émotions de chacun, il y a plein de trucs qu'ils laissent plus passer. Mais en vrai, tu vois, un gars qui célèbre son dunk et qui va chambrer un gars, ça fait partie du game. Ça, faut laisser les trucs comme ça, tu vois? Se manger une technique parce que tu as mis un bête de dunk et que tu as célébré derrière, je trouve ça ridicule. C'est un peu du n'importe quoi et là, de savoir que même tu peux plus parler aux arbitres, tu peux plus, je sais pas, tu peux pas aller, voir l'arbitre, lui dire: «Ouais, non, mais tu t'es trompé» ou «Je suis pas d'accord avec toi, fais ça, tu te manges une technique». En gros, pour moi, tu es en train de sortir les émotions du jeu et au final, comme on disait la dernière fois, là, c'est pas que dans le style de jeu, c'est aussi dans les règles, on va dire, on est en train de créer des robots. Donc tu fais ton dunk, tu fermes ta bouche, tu repars en défense. Mais après, est-ce que ça n'a pas été fait au profit de parce qu'on sait qu'Adam Silver, ça, c'est quelque chose qu'on lui doit actuellement, le fait que la NBA est, plus regardée mondialement. On sait que le marché chinois, lui a été, profitable, mais pour que la NBA puisse être exportée, autant en Europe et sur le continent asiatique, je pense que, le fait que tous les joueurs ne peuvent plus s'exprimer et soient muselés pour pouvoir un peu contrôler l'image de la NBA, qui soit une image beaucoup plus lisse, fait vendre au détriment de nous qui aimons ce sport comme on l'a toujours vu, un sport un peu dur où ça trash talk après un dunk. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui fait vendre. Tu penses vraiment que c'est pas quelque chose qui fait vendre? Bah, D'avoir, du trash talk dans le game, d'avoir des gars qui ont des émotions, de pouvoir mettre ces trucs-là en avant, genre, moi, j'ai du mal à voir ça. Je pense que ça t'évite certaines situations que tu arrives pas à gérer. Ça t'évite la bagarre, au palace, parce que voilà, tu laisses pas les gars exprimer trop d'émotions donc forcément, si je peux pas te trash talk, je te provoque pas. Si je t'ai pas provoqué, j'ai pas envie de te taper dessus ou quoi que ce soit. Donc ouais, je veux bien l'entendre, mais en vrai, c'est des incidents qui arrivent, mais une fois tous les 10 ans et franchement, en vrai de vrai, on l'a vu dernièrement là, avec, le joueur de Houston, Amin Thompson et Tyler Herro. En vrai, si les mecs, ils ont vraiment un problème, ils vont, tu vois? Ils vont faire ce qu'ils ont à faire, en fait. Donc OK, ils sont pas mis non plus, des droites comme les Pistons et Indiana l'ont fait, mais au final, ils ont eu un problème, un différend et ils l'ont réglé avec les mains, enfin avec les mains. L'autre, il l'a juste jeté par terre, mais c'est déjà beaucoup. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que le sport, c'est l'émotion. C'est, n'importe quel sport. Tu peux pas couper l'émotion du sport. Les 2 vont ensemble. On regarde le sport parce qu'on veut vivre des émotions, on veut, tu vois? On veut assister à quelque chose.
Si c'est juste voir des mecs faire des allers-retours sur le terrain, shooter des 3 points et ne pas célébrer, ne pas truc, je pense pas que ça va apporter vraiment un plus, au sport Bah, de priver les gens de ces émotions, tu vois? peut-être que ça a pas forcément apporté quelque chose, mais ça a forcément bénéficié à la NBA dans le sens où le shoot à 3 points, à partir du moment où tu as moins de fautes et que tu peux moins mettre la main sur le joueur, ou par exemple, dès que tu rentres dans son cercle, si ses pieds, ça touche à peine, ta jambe, bah, un petit flopping de LeBron et après, un coup de sifflet à 4 points, bah, forcément, as une star qui est à terre, qui vient de te mettre un 3 points plus il a la faute. Tout le monde a envie de voir un peu plus ce genre d'action. Ouais, mais après, il y a des limites à tout, en fait. Tu vois, on peut pas aller à l'extrême et de voir aujourd'hui, genre, bah, tu vois, l'action que tu as décrit, genre le gars qui va shooter à 3 points et je sais pas, il va étendre sa jambe, il va mettre un coup de limite, tu mets un coup de pied à un gars et il y a faute pour toi. Ça a pas de sens, tu vois? Je vais rentrer dans un gars et il y a faute pour moi, ça a pas de sens et le truc, c'est qu'à un moment, les gens, ils une fois que tu me montres que tu peux exploiter ça, là, il y a des gars, ils vont aller à fond dans ça et c'est ce qu'on a vu, à un moment avec James Harden. Harden, il savait que dès qu'il pénétrait, il levait les bras, il rentrait dedans, il levait les bras, bim, il y avait faute automatiquement. En tout cas, ce truc-là, ils changé la règle parce qu'ils se sont dit: «C'était abusé». Parce que le mec, il allait 17 fois à la ligne de lancer franc tous les matchs. Donc c'est pour ça que je te dis, en fait, je trouve qu'il y a des extrêmes à ne pas dépasser ou à ne pas atteindre pour garder un peu d'équilibre. Tu vois, je suis pas en train de dire que ouais, faut juste, supprimer ça et laisser les gars faire n'importe quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais arriver à un extrême où jouer défensivement, ça devient quasi impossible, ou limite tu es pénalisé quand tu es un bon défenseur, parce que concrètement, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. Je trouve ça dommage, parce que le basket, ça se joue des 2 côtés du terrain et aussi bien, c'est vrai que j'ai on prend tous du plaisir à voir des joueurs offensifs avoir des cartons, mais on prend aussi du plaisir à avoir des belles actions défensives. Voir un gars qui est capable de tenir Curry et de le défendre sur 15 secondes d'une possession et de l'empêcher de shooter. Moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça beau. C'est pas plus beau qu'un dunk, c'est pas plus beau qu'un shoot à 3 points, mais voilà, ça fait partie du game. Le jour où tu supprimes ça, bah, au final, on voit que la même chose et ça devient lassant. Et l'autre Mais est-ce truc que tu disais, c'est, le flopping. Ça aussi, c'est incroyable. C'est qu'aujourd'hui, c'est devenu un jeu. C'est je sais que si je fais ça, je bouge ma tête de telle façon, les arbitres, ils vont siffler. Bah, aujourd'hui, tu as des cadors à ce niveau-là, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as les joueurs aussi qui permettent de défendre aussi dur que ça? J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, les joueurs, ils ont envie, ils veulent en faire leur spécialité. Tout à l'heure, tu as sorti des joueurs qui sont dans des équipes qui ont été construites comme ça. On a bien vu les Bucks, ils ont remporté le titre. C'est parce que ils ont décidé d'être durs sur cette phase-là. D'ailleurs, Drew Holiday est parti chez l'ennemi et aujourd'hui, c'est eux les champions en titre. Maintenant, Boston, ils ont cet ADN-là. Mais maintenant, tu as très peu d'équipes qui ont ce propre style-là. Ah, je vais peut-être faire aussi un parallèle avec les équipes d'avant, mais aujourd'hui, toutes les équipes, elles ont toutes le même schéma. Alors qu'avant, tu pouvais voir quand même des équipes qui étaient peut-être, il y avait le système en triangle, il y avait le système de d'Antony, il y avait le système des Warriors qui est venu après. Mais tout ça faisait que chaque équipe avait un petit peu leur identité et pouvait se retrouver. Sauf qu'aujourd'hui, c'est que le tir à 3 points et aucune, voire très peu d'équipes qui sont capables de dire on est une équipe défensive. Bah et non, c'est ça, c'est une réalité ce que tu dis. C'est encore une fois, je pense que, les gens, ils se sont un peu perdus avec le style de jeu des Warriors. C'est vrai qu'on les a tellement vus beaux, dans leur prise de shoot à 3 points et cetera offensivement, qu'on pense que les Warriors, ils étaient pas forcément une bonne équipe défensive. Défensivement, les Warriors, ils étaient bons. Draymond Green, il a été, élu meilleur défenseur de l'année à un moment, c'est pas pour rien. Le gars, il défendait sur 4 ou 5 postes. Tu Klay Thompson, à son pic, c'était un très bon défenseur aussi. Tu avais Iguodala dans l'équipe, comme tu disais tout à l'heure, tu avais Andrew Bogut. Tu as toujours eu des bons défenseurs dans l'équipe des Warriors et le système était fait, OK, pour mettre en avant le jeu offensif, Steph Curry, les shoots à 3 points, mais derrière, défensivement, les gars, ils étaient capables de tenir aussi et c'est cette partie-là que les gens, ils semblent oublier à chaque fois. C'est ouais, on veut copier les Warriors, on veut copier Curry et cetera, mais il y a pas que ça et surtout, c'est pas adapté à tous. C'est pas tout le monde qui est capable de shooter comme Curry, c'est pas tout le monde qui a un Klay Thompson dans son équipe, c'est pas tout le monde qui est un joueur aussi polyvalent que Draymond Green et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un produit qui est un peu bizarre parce que comme tu l'as dit, tout le monde veut faire ce style-là, mais tout le monde n'en est pas capable. Après, pour répondre à ce que tu dis aussi, est-ce que les gens ils sont capables de défendre? Moi, je pense que les gens ils sont capables de défendre. Je pense que le niveau NBA, c'est un truc de malade. Regarde Miami. Miami, ils font 2 finales, c'est parce que leur équipe, elle est solide, même défensivement. D'ailleurs, Jimmy Butler, c'est un excellent défenseur. Pourquoi une équipe comme Miami, qui en termes de talent offensif, on va dire, elle est assez limitée comparée à d'autres, mais avec une bonne structure, avec de la discipline et de la défense, sur les 5 dernières années, elle fait 2 finales NBA quand même. Et derrière, on se dit que, bah, comme tu l'as dit, Giannis, quand il gagne avec Milwaukee, défensivement, l'équipe est très présente. T'as Brook Lopez, t'as un bon contreur, enfin une bonne présence dans la raquette. T'avais Drew, Middleton qui est pas mauvais en défense, Giannis qui a été lui aussi déjà défenseur de l'année. C'est des équipes, pour moi, enfin, c'est ce qu'on a vu, c'est pas que pour moi, c'est ce qu'on voit depuis le début de la NBA, c'est que pour gagner, tu peux pas gagner juste uniquement en jouant offensivement. Tu as besoin d'une bonne structure défensive et c'est pour ça que quand on regarde Boston, on se dit: «Ouais, bah, ils vont gagner le titre, en fait». Parce que qui défend mieux que Boston encore? Qui a une équipe aussi équilibrée que Boston? Bah, pour l'instant, il y en a pas beaucoup. J'ai envie de croire qu'OKC seront capables de faire quelque chose. Tant qu'ils l'auront pas fait, on pourra pas dire: «Ouais, ils vont le faire».
Mais c'est vrai qu'OKC, tu as une équipe qui a un bon équilibre, qui joue assez bien défensivement et offensivement, ils ont une bonne identité aussi. Donc à voir, mais pour moi, la question, c'est pas est-ce que les joueurs peuvent. On le dit toujours, la NBA, c'est la meilleure ligue, ils ont les meilleurs joueurs, c'est pas pour rien. Les gars, ils sont capables. Est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est une question. Et est-ce qu'on les laisse aussi? Ça, c'est la deuxième question. Après, voilà, tu vois, c'est tout un truc, toute une mentalité, comme on disait tout à l'heure, quand tu vois les mecs qui flopent, qui ceci, qui cela, bah, à un moment, tu te demandes est-ce qu'ils ont envie déjà de jouer comme ça et est-ce que ça donne envie aussi, tu vois? Si je commence à défendre dur sur toi et qu'au final tu fais du Embiid et tu balances ta tête en arrière et que l'arbitre il siffle faux, est-ce que sur la prochaine action, ça me donne envie de faire la même chose? Ça dépend Bah, après, il y a une de ce que règle, tu me dis. par rapport à ça. Adam Silver, il a bien mis une règle là-dessus. Ça a quand même limité, parce que pendant un moment, c'était le cirque en NBA. La plupart des joueurs trouvaient un prétexte pour, c'était limite, on dirait, un système de jeu. Il a quand même mis quelque chose, et ça, on peut dire que c'est une bonne chose, d'avoir mis une règle pour pouvoir limiter ce flopping. Non, entre autres, c'est vrai. Parmi les choses qu'on peut lui, parce qu'on a commencé son procès, on a parlé que des mauvaises choses, enfin des choses qui nous dérangent, parce que je ne vais pas dire que c'est des mauvaises choses. Pour certains, peut-être que ce sont des bonnes choses. Moi, en tant que spectateur, avec mon avis et mon expérience de l'NBA, c'est vrai que c'est des choses que j'aime un peu moins. Ça ne veut pas dire que tout le monde n'aime pas et ça ne veut pas dire que voilà. En tout cas, de mon point de vue, et je suppose du tien aussi, vu que enfin, pour certaines choses, en tout cas, tu es d'accord avec moi. C'est vrai que oui, c'est bien qu'il ait mis une règle contre le flopping, mais est-ce que ça a tué le flopping? Est-ce que tu en vois vraiment moins que ça? Je pense qu'ils l'ont mise à un moment parce qu'il y avait vraiment des abus de ouf, mais en vrai, tu le vois toujours, les gens cherchent toujours les fautes. Au lieu de chercher le panier, les gens cherchent toujours les fautes. Bon, après, ça fait aujourd'hui, on va dire que ça fait partie du game. De toute façon, aujourd'hui, les mecs, c'est des divas, donc ouais, tu les touches, ils tombent, hein, c'est normal. Et par rapport à tout ce que tu dis, d'être capable de laisser ces stars au repos, qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu parles du load management, c'est ça? Ouais. Oh non, bien dans ça, ouais, tu bien fait, le diva syndrome, c'est vraiment je sais pas, tu vois, tu tu du load management au taf, toi? Ah, je sais pas, je te pose la question, c'est réel. Est-ce que tu as du load management au taf? Est-ce qu'on te dit, tu vois, tu vas garder ton salaire, mais t'inquiète, vendredi, viens et tu seras sur le banc, t'inquiète, tu feras rien. Je sais pas, moi, je trouve ça incroyable. Bah, moi, je pense que si on a perdu aussi en termes de qualité et si la NBA perd aussi de la visibilité, ça en fait partie. Tu ne peux pas. Aujourd'hui, on a un produit qui roulait plutôt bien, qui était plutôt bien construit. On change les règles, en faire comprendre que oui, c'est vrai qu'on doit prendre en compte la santé mentale des joueurs et c'est quelque chose que Adam Silver a mis en Ouais, place aussi. Tout ce ça qui est santé c'est mentale, santé ça c'est physique. ça c'est un bon truc et il y a pas de ça, comme tu l'as dit, ça fait partie des points positifs qu'il a mis en place. Mais santé mentale et load management, je pense qu'il faut pas, tu vois, comme on dit, on faut pas faire l'amalgame. C'est pas toujours lié. C'est pas, les mecs, ils sont pas toujours au repos parce que ça va pas bien mentalement. C'est des fois, les mecs, ils profitent du système, tout simplement. Et d'ailleurs, en disant ça, au-dessus, enfin, en plus de la règle sur la santé mentale, il me semble qu'il avait sorti une règle aussi sur, tu dois prouver médicalement que les gars, ils sont blessés quand tu les mets au repos ou quoi que ce soit, tu vois? Mais ça, c'est ils veulent mettre leur gars au repos, ben, ils disent au médecin: «Vas-y, dis qu'il a une élocation du mollet» et puis voilà, le mec pendant 2 matchs, il joue pas. Ouais, mais quand un Non, mec comme, Embiid, il soit là et il te fait clairement comprendre que oui, il met sa santé physique en jeu. À quel moment nous parce que nous, on est du côté spectateur, mais si tu te places du côté joueur, est-ce que c'est pas «légitime» entre guillemets pour lui de se mettre au repos tout simplement pour sa santé physique? est-ce que c'est pas légitime pour lui de se mettre au repos pour sa santé physique? Moi, pour moi, la question, c'est pourquoi déjà il a des problèmes de santé physique? Est-ce que Bah, sa tout préparation, elle est bonne? Est-ce que son hygiène de vie, elle est bonne? Tu vois? Ou est-ce qu'il a une condition particulière qui fait que son corps à lui ne tient pas sur 82 matchs? Si tu arrives à me prouver médicalement ou scientifiquement parlant que son corps n'est pas fait pour jouer 82 matchs, dans ce cas-là, vas-y, tu vois? Pour moi, par rapport à Embiid, si on prend son cas, c'est pas quelqu'un qui on le sait que c'est pas quelqu'un qui peut tenir sur une saison, entière. Il a pu Pourquoi? faire des pourquoi? Parce que je pense que son corps ne va plus lui permettre de faire 82 matchs. Est-ce qu'il est Non, bien assez bien préparé? Ça, voilà. ça, c'est la grande question. Bah, Moi, pour ma voilà. part, par exemple, faire les JO pour lui, c'était pas forcément une bonne idée. Si tu comptes faire une bonne saison et faire une saison en tant que Embiid MVP, pour moi, ce n'est pas un joueur capable de faire ça. Maintenant, il l'a fait. Tout de suite après, on a entendu qu'en fait, il était blessé, ceci, cela. Il y a des opérations, il y a tout ce genre de choses qui rentrent en compte. Maintenant, quand tu regardes sa saison d'Embiid, le Embiid de l'année dernière et le Embiid de cette année, on dirait que c'est deux joueurs différents. Je sais même pas si certaines personnes se souviennent, c'était lui l'MVP l'année dernière. Ouais, l'année Enfin, d'avant, c'est vrai qu'il excusez-moi. non, mais il a commencé la saison en partant, favori pour le MVP. Je sais plus si tu te souviens, il tournait à 34 points ou je sais plus combien. Il était sur un rythme de malade, il a rentré 70 points sur la tête de de notre gars Wemby. Bon, il y a rien à dire, mais en vrai, la vraie question pour moi, Embiid, ça a toujours été ça. Ça a été une question de préparation aussi. Donc après, une histoire de corps fragile ou pas, je sais pas, tu vois? Comme je t'ai dit, si médicalement parlant, ils ont estimé que le mieux pour lui, c'était ça, bah, à la
limite faites-le, mais tu vois, vous êtes pas obligé tu peux pas commencer ta saison et annoncer: «Je vais pas jouer les back-to-back», tu vois? Tu vois, c'est comme si toi tu commences un nouveau taf, excuse-moi, je fais des analogies avec toi et le taf et tu dis: «Moi, je viens pas le vendredi». Bah, les autres employés vont le prendre comment? Pourquoi toi tu viens pas le vendredi? Genre, c'est quoi la justification? Bah, pourquoi Embiid il peut annoncer comme ça: «Ouais, je vais pas jouer les back-to-back». Si tu es pas capable de jouer un back-to-back, ouais, le jour du back-to-back, tu es annoncé, tu joues pas. On peut pas t'en vouloir. Si tu es pas capable, tu es pas capable. Mais si la saison elle est même pas encore commencée et tu nous annonces déjà que tu vas pas faire les back-to-back et comme tu l'as dit, moi je suis un fan de Philly, je t'ai vu au JO alors que tu étais pas obligé d'y aller. Je t'ai vu au JO, tu as joué pratiquement tous les matchs. Tu sors d'une saison, dans les playoffs, tu étais un peu blessé, mais tu vas au JO, ça a pas de sens. Tu joues, tu es titulaire, tu reviens, tu es blessé et tu nous annonces que tu vas pas jouer les back-to-back. Ça a pas de sens. Bah, après, je pense que tout ça, c'est un fait. On a bien vu, même par exemple, un de ses coéquipiers, Tyrese Maxey, qui était là à lui dire, à lui reprocher de ne pas être à l'heure aux entraînements, ce genre de choses. Après, on sait tous qu'en tant que star, c'est des privilèges que tu peux avoir. Mais je pense que c'est un tout qui a fait qu'aujourd'hui, les Sixers, ils sont dans cette situation. Je pense que personne n'aurait imaginé qu'ils allaient être là à ce stade de la saison, notamment avec l'arrivée de Podkaspi, qui lui, on sait pas si c'est l'ombre de lui-même ou qu'est-ce qu'il fait actuellement en NBA. Désolé, je lui tire encore dessus, mais vraiment ce joueur-là, avec le potentiel qu'il a, j'ai vraiment du mal à comprendre qu'est-ce qui lui passe par la tête ou qu'est-ce qu'il a envie de faire vraiment de sa carrière. Bah, pour moi, on est dans le diva syndrome, hein, c'est pareil, hein, c'est les gars, ça fait 3 4 ans et vraiment, tu vois, je le dis pas parce qu'on n'est pas dans le corps des gens ou quoi que ce soit, mais ça fait 3 4 ans que tu as l'impression que les gars, ils choisissent les matchs. Ils choisissent quand ils ont envie de jouer ou quand ils ont pas envie de jouer. Dans le sens où, encore une fois, tu peux être blessé, tu peux avoir un petit truc, tu peux avoir un bobo. Est-ce que ça t'empêche vraiment de jouer? Est-ce que si c'était si important pour toi, est-ce que tu aurais dit: «Ouais, vraiment, je joue pas»? Écoute, si, s'ils n'avaient pas des si beaux contrats avec autant de garanties, crois-moi, les mecs, ils joueraient, tu vois? Pour être, regarde, par exemple, moi, je suis un grand fan de NFL, je regarde la NFL, les contrats, ils sont pas garantis en NFL et le sport, il est physique. Donc crois-moi, tu fais ton premier match d'NFL, sûrement, tu as des bobos. Les mecs, ils jouent les 17 matchs, hein. Tous ceux qui peuvent, s'ils sont pas vraiment blessés, ils jouent les 17 matchs parce que leurs contrats, ils sont pas garantis et parce qu'ils savent que, ouais, bah, tu joues pas, il y a un autre gars derrière toi, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y aura quelqu'un et en NBA, j'ai l'impression que cette nouvelle NBA, on a tellement, tu vois, le truc de starification des joueurs, c'est bien, tu vois, pour le marketing et cetera. Mais à un moment, c'est même plus de la starification, c'est qu'on en a fait vraiment des divas. Les mecs, ils sont payés des sommes incroyables, mais pour pas grand chose en retour. Mais est-ce que c'est pas nous qui leur donnons trop de statut? Bon, c'est pas moi qui les paye, hein, ça c'est Silver qui a fait les c'est Parce Adam que Silver qui a géré le collective agreement avec eux et qui a signé leur truc et qui fait que maintenant les mecs ils peuvent toucher, tu peux être un mec bon, tu vois? Et toucher 300 millions. C'est le sport, c'est devenu comme ça. Le problème pour moi, c'est que cet argent il soit garanti. Peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu fais, cet argent-là est garanti. Et je pense pas que nous, en tant que fans, nous on veut voir les gens sur le terrain. Tu es un gars, tu t'imagines demain tu vas, je sais pas, tu prends tes billets, tu vas passer 2 semaines à New York ou à Los Angeles, tu vas te dire: «Je vais regarder mon match de basket» et comme par hasard, le soir, tu as pris ta place qui t'a coûté sûrement, je sais pas, tes tickets t'ont coûté 200 balles et on te dit: «Ben, ce soir-là, AD et LeBron, ils sont au repos». Comment tu vas pas les insulter la NBA, tu vas vouloir leur peau, tu vas et même pas si tu vas regarder un match des Lakers jusqu'à la fin de la saison, tu vas dire: «Mais c'est quoi ce délire? Les mecs, hier, je les ai vus à la télé, ils jouaient et aujourd'hui, ils jouent pas. Pourquoi?» Mais après, c'est ce qu'on disait aussi dans notre première émission. Je pense que les joueurs ont moins cette envie. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas forcément plus la NBA que ça et qui viennent C'est parce pour que ça que je c'est vrai que ça rend le basket beaucoup plus difficile pour eux et c'est aussi un moyen juste d'être payé et de ne plus respecter le basket comme nous on aimerait le voir. et c'est là que le rôle pour moi des dirigeants de la NBA, il rentre en compte. C'est comme dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle société. Si tes salariés, ils sont démotivés, il faut que tu mettes en place un système qui va les motiver. Si les gars, ils sont trop à l'aise et qu'ils se rendent compte, en plus, ils n'ont pas besoin de travailler. En plus, ils peuvent se faire de l'argent en plus en faisant des podcasts. Donc, vas-y, je vais faire des épisodes de podcast. Je vais pas aller, je joue pas, c'est pas grave, je vais faire mon podcast et je vais gagner de l'argent quand même. Et en plus, j'ai mon salaire d'NBA. Bien sûr que ça joue sur le truc des gars, ça joue sur leur mental et ça fait que. Mais c'est là qu'en tant que commissionneur, monsieur Silver, tu dois soit parler avec les gars et leur faire comprendre que s'ils continuent comme ça, il y a des choses qui vont changer, soit, je sais pas, en fait, parce que c'est inconcevable, en fait, c'est juste pas normal. Tu as un contrat, tu dois jouer 82 matchs, ou sinon, voilà, bah, faites un nouveau changement et dites les saisons vont pas durer 82 matchs, elles vont durer 72 matchs, j'en sais rien. Ça serait triste à voir, tu vois, parce que Mais pour moi, c'est un ça sport. a toujours été comme ça, donc pourquoi changer quelque chose aussi qui a déjà fonctionné? C'est juste que l'envie, elle n'est pas pareille. Est-ce que c'est C'est pas les stars actuelles qui devraient donner le ton, dans le sens où là, on est aussi dans une transition où on voit que la nouvelle génération de stars et l'ancienne, il y a un relais qui doit se faire entre les deux. Mais est-ce que la nouvelle génération de stars, elle est capable aussi de propulser la NBA dans un niveau où à chaque fois on a envie de la regarder? Je pense qu'en termes de popularité, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais dans la mentalité, si on parle des nouvelles stars, moi j'aime bien. Je te cache pas que les petits jeunes qui arrivent, leur mentalité, leur esprit de compétition, moi j'aime bien. Si on parle de Shea, par exemple, chez Gilgeous Alexander à OKC, je peux pas dire combien de matchs il a manqué parce que j'ai l'impression qu'il joue tous les matchs. J'ai l'impression qu'il est toujours, il est tous les jours là.
il est pas en mode, je sais pas quoi, lui, là, il kiffe le basket, pointe, il est toujours là. On parle de Ant, Ant s'il est pas blessé, il joue. Anthony Edwards, il est toujours là. Wemby, des fois, il a des petits bobos, donc les Spurs, ils sont un peu voilà, mais lui, il le dit dans sa mentalité, limite, il va à la guerre avec, en tout cas sa première saison, il a limite à la guerre avec Pope parce qu'il voulait jouer. Et les Spurs qui essayent de le préserver et cetera, mais Wemby, il veut jouer. Dia, c'est pareil. Dia, il a eu tous ses problèmes, donc on était privé de lui et cetera, et des fois, il a des petits bobos. Mais Dia, dans sa mentalité, c'est moi, je veux jouer et je veux prouver que je suis, tu vois? Donc pour moi, le changement de génération, en vrai, je le vois d'un point de vue, positif parce que j'ai l'impression que les jeunes, ils ont la dalle, tu vois? Ils ont envie de jouer, ils ont envie de montrer. Ça, c'est un autre débat, tu vois? Mais dans la mentalité et dans l'envie, bah, justement, j'ai l'impression que les petits jeunes là, malgré les contrats, malgré les trucs, ils sont moins en mode, diva que, certains gars d'une génération, précédente, tu vois? Mais Et les stars comme, tout simplement Doncic, Tatum, d'ailleurs on a fait une vidéo sur ces 2 là qui où, Jeff Teague dans son podcast les a comparés un petit peu. Qu'est-ce que eux actuellement, comment on les voit? Parce qu'actuellement Luka, c'était pendant un moment, c'était lui qui était censé porter la NBA à un tout autre niveau, mais actuellement on a l'impression qu'on passe de la génération de LeBron à tout de suite la génération Dante. Mais toutes les stars qui sont venues au milieu, j'ai pas l'impression qu'elles sont en train de porter la NBA au stade où nous, on va se dire vraiment, on va regarder les matchs. c'est vrai et je pense qu'il y a des stars, elles ont juste pas la personnalité, pour ou le jeu ou le style pour justement, porter ce flambeau-là. Tu prends un joueur comme Giannis, bah, Giannis, c'est un top 5 player actuellement dans la ligue, mais c'est vrai qu'il se met pas forcément dans une lumière pour dire: «Je suis le nouveau visage de l'NBA». Je pense que même l'NBA ne le met pas, en avant de cette façon. Après peut-être que c'est dû aux dernières saisons parce que c'est vrai que pendant un moment quand il était MVP, on avait l'impression qu'il faisait l'unanimité et qu'il y avait pas de souci à ce niveau-là. Ces dernières saisons, c'est vrai qu'il est moins mis en avant. Après tu as le Joker. Le Joker, on sait tous que le Joker, c'est moi je suis là pendant la saison, je suis là pendant les playoffs et après ça, faut m'oublier. Ça veut dire je joue et après oubliez-moi. Après moi, je vais faire, mes courses de chevaux, je vais truc, mais je suis pas là pour aller en Chine, je suis pas là pour faire les tournées de promo, c'est pas son truc, tu vois? Donc les personnalités de ces joueurs-là, qui sont actuellement au top, ne va peut-être pas avec le rôle de dire: «Ouais, je vais porter la NBA» ou quoi que ce soit. Pareil, tu prends un Jason Tatum, bah, Jason Tatum, il est champion NBA, il était sur la couverture de 2K, il était sur ceci, il était sur cela, mais en vrai, en termes de personnalité, on avait sorti la vidéo la dernière fois, c'est pas un joueur excitant, c'est pas un joueur qui parle beaucoup, c'est pas un joueur qui fait des actions de ouf et au final, tu l'oublies vite et Luka, ben, Luka, j'ai envie de te dire, pour moi, c'est un peu un problème, à la Embiid, dans le côté préparation où j'ai l'impression qu'on lui reproche toujours la même chose. Il revient un peu en surpoids, il est pas forcément, mais au contraire d'Embiid, lui, je sais que enfin, je pense qu'on sait tous que Luka, il kiffe vraiment le basket, tu vois? S'il peut jouer, il va jouer, il y a pas de souci. Mais le fait qu'il soit pas bien préparé, ben, il est pas forcément toujours là et je pense qu'il y a des attentes aussi derrière Luka et pour l'instant, il a pas atteint ce qu'on attend de lui, quoi. Donc c'est vrai que tu as des gens qui sont plus vocaux, genre Ant, par exemple, ou Dia et que c'est plus facile de se dire: «Ah bah tiens, Ant, il est là et il va prendre le flambeau» ou même Wemby. Wemby, ce qu'il fait, on peut dire ce qu'on veut, ça sera encore une fois une autre discussion par rapport à son style de jeu, mais dans tous les cas, tous les matchs que tu regardes de Wemby, il y a une ou 2 actions, tu te dis: «Ouais, mais c'est un extraterrestre le mec». C'est plus facile de mettre ça en avant que de mettre, en avant des gars un peu plus fades, j'ai envie de te dire, ou des gars qui sont pas en bonne santé et qui jouent pas suffisamment. Après voilà, tu vois, c'est en tout cas, je trouve ça dommage par rapport à ce que je te disais, par rapport à ce que tu as amené comme point, le load management et cetera. Le fait que les mecs se prennent pour des divas, genre ça impacte le jeu d'une façon, aussi négative que les régulations et les règles que Adam Silver, que la NBA a pu mettre en place et ils produisent quelque chose de forcément top pour les gens comme toi ou moi. Après, c'est vrai que tu vois, par exemple, l'impact que ça a sur le All-Star Game. Bah, faut m'expliquer, tu vois, aujourd'hui, comment tu peux être un joueur, tu es sélectionné pour All-Star Game, tu as pas envie de jouer ou tu as pas envie de te donner à 70 ou 80. Genre, c'est quoi l'excuse? Et jusqu'à les mecs, ils étaient obligés de sortir un nouveau format. Donc là, Adam Silver, au lieu de dire aux gars: «Jouez dur», il vient, il leur dit: «Bon, on va pour vous motiver, on va mettre un nouveau format, un mini tournoi avec 4 équipes. Tu as les gars qui jouent le match rookie sophomore et l'équipe qui gagne, elle va jouer au All-Star Game». Tu vois? Genre même les joueurs, ils comprennent pas et ils valident pas. Sauf que bon, les joueurs, faut la fermer un Je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont compris vraiment déjà le nouveau format de la NBA. Après, je pense que c'est une bonne chose que Silver, il prend l'initiative d'essayer de raviver cette flamme pour ce format-là. Le ah All-Star ouais? Game, Tu es d'accord avec ça, toi? non, non, je m'explique. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent de trouver solution parce que ça fait énormément d'années que ne sont pas forcément bonnes et que plus personne, en tout cas dans la tête des gens, ce format-là, il est mort. Je pense qu'il va aller vraiment trouver quelque chose. Maintenant, la solution de quand j'ai entendu de plusieurs équipes qu'il y a des groupes, ça, on dirait une sorte de tournoi et de donner de l'argent à des gens qui ont déjà, je pense que c'est pas l'idée du siècle. C'est tout simplement le fait que les anciens n'ont pas su donner ou maintenir ce flambeau et cette continuité dans le All-Star Game. Parce que on peut pas me dire que entre les joueurs d'avant et les joueurs de maintenant, il y a vraiment une énorme différence, si ce n'est que l'envie de montrer que déjà il y avait un peu cette rivalité entre l'Est et l'Ouest. Il y avait un petit peu moins de joueurs qui changeaient d'équipe aussi facilement. Je sais qu'à un moment, Magic l'avait dit dans un podcast que lui, quand
quand il y avait le All-Star Game et de savoir qu'il allait avoir Bird, il voulait montrer à tout le monde qu'il était meilleur et même si que c'était son rival et que son équipe allait le remporter. Et même dans cette compétition, il y avait une certaine animosité entre les joueurs qui font qu'aujourd'hui, vu qu'elle n'est plus là, je pense que les joueurs n'ont plus envie de se donner. C'est quand même bizarre, en fait. C'est pas compliqué, c'est qu'un match, hein, et c'est un match qu'on a mis en place pour que tu puisses briller un peu plus, tu vois? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es une star. Tu vois, les LeBron, les Curry, tout le monde les connaît, Durant et cetera, mais il y a des mecs, on vous connaît pas tant que ça, en fait. C'est un match qui est rediffusé, partout dans le monde. Genre, tu es en Chine, tu es en Europe, partout, les gens il y a des gens qui restent éveillés pour te regarder. Tu peux être sûr que les gens te regardent et tu as pas envie de jouer. Bah, Tu peux pas avant, c'était pas comme si tous les joueurs, ils avaient envie de jouer. Quand tu voyais des Duncan qui venaient sur le terrain, qui disaient à son coach: «Eh, tu me mets, allez, 2, 3, 5, 10 minutes» et après, il voulait sortir. Mais le taf, il était fait un minimum. y a pas ça a pas toujours été ça. Duncan, tu vois, on va parler des All-Star Games, l'All-Star Game 2003 et tout, Duncan, il était pas sur le terrain, pendant les prolongations et tout. Il savait qu'il y avait Kevin Garnett, enfin, tu vois, il y avait Kevin Garnett qui faisait son show, il y a truc, en fait, tu dois montrer tu qui, tu vois? Il y a ça aussi, c'est le moment où pour les jeunes et pour les anciens, genre, tu dois montrer tu qui. Ouais, parmi les stars, moi, je suis au-dessus. Il y avait ça aussi dans la tête des gens. C'est donc après, ouais, quand tu deviens un vétéran, tu as fait 10 All-Star Games, tu lèves le pied. Là, je comprends, parce que tu sais qu'il y a la relève derrière. Nowitzki, pendant un moment, c'était pareil. Il disait aux gars: «Vas-y, je vais prendre deux trois shoots, mettez-moi sur le côté». Mais normalement, quand tu es un jeune, tu viens, c'est ton deuxième ou troisième All-Star Game, tu peux pas ne pas avoir envie de jouer. Quand on a fait 10, 12, 13, 14, 15, ouais, OK. Mais quand on a fait c'est ton premier ou ton deuxième, c'est quoi ton excuse? Ouais, mais après, le format de l'All-Star Game maintenant, c'est quoi? C'est juste du shoot à 3 points, celui qui peut shooter le plus loin. En plein milieu du match, tu peux voir avant, c'était fait différemment, mais maintenant, en plein milieu du match, c'est Mais comme si la tout le monde se mettait sur le côté et tu vas voir, par exemple, Lillard Ouais, d'un côté et Stephen Curry peut-être de l'autre mais ou ça me dérange pas moi. Ça me dérange pas parce que Lillard, il fait All-Star Game ce qu'il fait en match. C'est-à-dire Lillard et Curry, c'est des snipers. Donc si leur style d'expression, leur façon de faire le show, c'est de s'arrêter au logo parce que voilà, en fait, chacun son style pour faire le show. LeBron, c'est un mec athlétique de ouf, mais j'ai pas envie de le voir au milieu de terrain en train de prendre un 3 points. J'ai envie de le voir en contre-attaque, aller taper un tomard ou ce que tu veux. Lillard, c'est pas un gars, enfin, il en a mis des tomards, mais c'est pas ça son art, on va dire. Moi, ça me dérange pas si Lillard il veut nous montrer: «Eh regardez comment je suis un sniper, je vais prendre des 3 points de malade». Bah, ça fait le show pour moi. Si Curry derrière, il vient, il répond, ça fait le show. Moi, ça me dérange pas. Ce qui me dérange, qu'ils reviennent pas en défense, les mecs qui courent pas, ou quand n'importe quel joueur qui n'a pas l'habitude de tirer à 3 points, il va mettre un airball et il rigole et il repart et tout le monde rigole. Et quand tu regardes le score, il y a plus 40 pour une équipe ou, tu vois, c'est le truc qui a pas de sens pour moi. Dans le sens où le type de shoot que tu prends, si c'est pour faire le show et que tu sais faire, ça fait partie du show, il y a pas de souci, on est là pour ça. Lillard, il prend un shoot du logo, il rate, je vais pas lui en vouloir, il le fait en match. Mais la question, c'est pourquoi personne défend, pourquoi personne ne revient en défense? C'est ça, c'est plus ça que je comprends pas. Moi, ça, je remets ça sur, le leadership. C'est les anciens, tu vois, genre, c'est des trucs, on peut dire ce qu'on veut. Si Kevin Garnett, il était dans le vestiaire ou sur le terrain, les mecs, ils feraient pas ça. Si, Kobe, il était là, les mecs, ils feraient pas ça. Impossible. Alors, je vais pas remonter sur des périodes encore plus anciennes où les mecs, c'était un peu plus voilà. Mais il y a certains noms, quand tu dis leur nom, tu sais que si les joueurs, ils sont sur le terrain, ils vont respecter, ils vont donner un minimum. Mais aujourd'hui, il y a plus ça. Et ma question, c'est pourquoi il y a plus ça? Et au-delà de ça, quand tu es la NBA, pourquoi c'est à toi de t'adapter à l'envie de tes joueurs? Ça veut dire que tu te rends compte que les mecs, ils ont plus envie. Donc vas-y, la première année, je vais leur dire, il y a un prix à la fin. Si vous gagnez, on va vous donner plus d'argent et vous pourrez le donner à des associations. Ah bah tiens, on va changer le format. Maintenant, vous faites des équipes. Non, en fait, les gars, si vous voulez jouer, vous venez. Si vous voulez pas, vous nous le dites. Comme Jimmy Butler, il fait. Jimmy Butler, il veut pas venir au All-Star Game. Il fait le gars blessé. T'es remplacé. Et on met quelqu'un qui a envie de jouer. C'est aussi simple que ça, en fait. Il y a suffisamment de talent en NBA pour avoir un All-Star Game intéressant avec des joueurs connus de renommée. La question, c'est pourquoi ou comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les motiver à jouer. Genre, je sais pas, rien que quand j'en parle, je comprends même pas de quoi je parle. Ça veut dire que des mecs qui sont payés pour jouer au basket, on n'arrive pas à les motiver pour jouer au basket. Parce que ce format-là n'a plus aucune saveur de signification pour les joueurs, tout simplement. Et je pense que le format, on pourra faire ce qu'on veut, le format est mort. Maintenant, peut-être qu'avec les nouveaux joueurs qui arrivent, ça va peut-être changer. Moi, en tout cas, pour ma part, je vous le dis, le nouveau format, je n'y crois pas du tout. Et pour être franc avec vous, je sais même pas si je vais vraiment le regarder en direct. Je sais pas pour toi. Je pense que cet All-Star Game s'annonce comme une déception. Bon, ça fait longtemps que c'est une déception. Eh, tu même Obama. Obama, s'il te plaît, président des États-Unis, il était sur le podcast avec Halliburton. Il l'a menacé carrément. Il lui a dit: «Moi, je regarderai plus votre truc si vous faites des conneries comme ça». Obama, s'il te plaît. Mais comment tu et tu vois, et Halliburton, sa réponse, c'était: «Ouais, moi, je suis arrivé, je voulais jouer, mais en gros, j'ai vu que les gars, ils étaient pas sérieux. J'étais remplaçant. Quand je rentre sur le terrain, je vais pas venir avec une énergie différente». Eh, mais dans ce cas-là, mettez-moi Westbrook. Westbrook, on peut dire ce qu'on veut. Tu mets Westbrook dans un match de basket, moi, je sais que le gars va jouer à 100. Les gars qui veulent pas jouer, ne venez pas. Mettez des gars comme Westbrook qui se donnent toujours à 100 et moi, je regarderai l'All-Star Game. Mettez-moi des gars qui arrivent et qui disent: «Ouais, bah non, en fait, les gars, ils voulaient pas jouer, donc j'ai pas joué». Ah non, je vais pas regarder, tu veux que je regarde quoi? Il y a rien à voir. C'est comme le concours de dunk. Tu te rappelles avant comment on était sur les concours de dunk? Comment on restait, éveillé jusqu'à ce que enfin, tu mettais ton réveil, tu te réveillais, tu regardais le concours de dunk. Aujourd'hui, il y a quoi à voir? Le mec, je sais même pas comment il s'appelle, le gars qui a gagné le concours de dunk l'année dernière. Il est même pas en NBA, c'est même pas
Et le mec qui a gagné le concours de dunk l'année dernière n'est même pas en NBA. Bah, après, Ouais, c'est vas-y, dû au fait que les stars ne se battent même plus pour aller concourir pour ce concours et je ça c'est pense qu'il y normal. a je pense qu'il y a plein de facteurs à ça, mais quand tu vois des grosses déceptions lors du concours de dunk où il y a des joueurs qui ne veulent même plus essayer de participer ou certains joueurs qu'on a Faut toujours dire les attendu blazes, hein. Faut qui dire se les blazes, faut pas dire ils s'en bah, se cachent pas, faut pas dire il y a mais certains joueurs. Faut dire le nom des moi, joueurs, clairement, on sait c'est qui. Moi, si on tu me sait dis très pas: «Je bien le dirai pour toi», moi j'ai pas de problème. on va pas se mentir, le King se serait présenté à un All-Star Game, qui ne se serait pas levé pour juste regarder ça. Parce que même là, aujourd'hui, on entend qu'il va faire le concours de dunk, il y a juste parce qu'il y a le King, il y en a qui se présenteront devant lui. Son nom, il a juste son nom, il me met dans le concours de dunk, les gens vont rester éveillés pour regarder le concours de dunk. C'est juste la logique, en fait. Et j'ai jamais compris pourquoi il a jamais voulu le faire, sincèrement. Parce que, sincèrement, je pense que le bon qui fait un concours de dunk, c'est une dinguerie. Et mais j'ai jamais compris pourquoi il a jamais voulu le faire. Mais tu vois, vu qu'il a commencé ce truc-là, parce que tous les autres, on peut dire ce qu'on veut, tous les autres l'ont fait. Jordan, Kobe, Dominic Wilkins, Dr. J avant, toutes les grandes stars de la NBA ont toujours fait, en tant qui athlétiquement avaient le niveau pour le faire, ont toujours fait l'All-Star Game. Vince Carter, T-Mac, bref, Dwight Howard même, qui est un big et qui d'habitude on n'en voit pas des gars de cette Aaron taille-là faire le truc. Gordon, Les mecs, ils ont fait le concours de dunk et tu as le King qui a dit: «Ouais, vas-y, stop» et à partir de lui, ben voilà, ça y est, c'est fini, les stars, ils font plus le concours de dunk. Donc là, aujourd'hui, en vrai, on devrait, être excité parce qu'on devrait se dire: «Eh, vas-y, il y a Ant et Ja qui vont être dans le concours de dunk». Bah non, faut même pas rêver, ils y seront pas. Je parle même pas de Zion parce que lui, je sais pas, il est perché où, mais en vrai, tu vois, genre, moi, si tu me dis demain, il y a Dia et Anthony Edwards dans le concours de dunk, j'ai pas besoin de plus. Juste ces 2 noms, je viens, je suis là. Mais aujourd'hui, on n'en parle même plus, on leur demande même plus, j'ai l'impression, est-ce qu'ils vont être au concours de dunk. Et je remercie, parce que je vais pas faire l'ingrat, par rapport à certains gars, je remercie Aaron Gordon et Zach LaVine d'avoir quand même donné, tu vois, nous avoir donné quand même un spectacle il y a quelques années avant que ce soit totalement mort. Parce que ces 2 là, ils ont quand même sauvé le truc à un moment. Et ils ont, tu vois, c'est simple, hein, il y avait pas d'argent, de je sais pas quoi, ils sont juste venus, ils ont dit: «On va faire le concours de dunk». Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et chapeau. Mais en quoi c'est difficile aujourd'hui pour un mec comme Ant ou Dia de le faire? C'est juste qu'ils ont vu que c'est plus à la mode, mais c'est plus à la mode depuis que LeBron, il a donc ouais, après on va nous dire: «Oh, vous êtes des haters de LeBron». Non, c'est pas une question d'être haters de c'est un fait. N'importe qui a suivi la NBA depuis assez longtemps sait que c'est à partir de sa génération à lui que les stars ont commencé à arrêter de faire le concours de dunk. On saura jamais pourquoi il a pas voulu le faire, parce que je pense qu'il l'aurait gagné, moi je trouve ça dommage. Quand tu dis l'All-Star il est dead et ce format il est mort, bah, c'est quoi? Faut le remplacer les gars, faut faire quoi? Est-ce que tu penses qu'on devrait arriver moi, Adam Silver si, je parle pas français, je pense pas, mais si un jour, voilà, moi je pense qu'il faut passer au match, World contre Team USA. Si tu veux remettre, ce truc-là à goût, si vas-y on part dans le délire qu'il faut changer les règles et que nanana, il y a une règle qu'il faut changer. Actuellement, il y a suffisamment de joueurs étrangers en NBA, de superstars étrangères en NBA pour faire une équipe, le monde, enfin reste du monde face à Team USA. Tu vois, tu as Shake, les Canadiens, tu as le Joker, tu as Giannis, tu as Wemby, genre, tu as Luka et juste ça, tu vois, tu as déjà un 5 de départ et c'est bon, c'est parti, en fait. et tu penses que les gens, ils auront peut-être un peu plus envie de se donner lors de ce match-là? J'espère. En fait, faut voir le truc. Tu vois, peut-être que les Européens ils vont venir tranquilles. Mais maintenant, si tu es Team USA, réfléchis bien au truc, réfléchis à ce qui s'est passé au JO. On vous a mis la pression, tout le monde est en train de dire: «Ah, vous êtes en train de perdre du terrain». Les 3-4 derniers MVP sont pas américains. Bon, Embiid, il est naturalisé maintenant, donc on va dire qu'il est américain, mais en vrai, il l'était pas, au moment où il a gagné son MVP. Donc, tu as tous les derniers MVP qui sont pas américains. Les meilleurs joueurs de la ligue, actuellement, à part Tatum peut-être, ne sont pas américains. Et là, on fait un match, reste du monde, Team USA, dans votre All-Star Game, chez vous, et en plus, vous mangez une déculottée? Faut avoir un peu de fierté, hein. Je pense que, tu vois, Shaq et tout ça, ils parlent de ça, ils aiment bien, prendre les Européens de haut et dire que, ouais, en gros, voilà. Bah, montrez-le alors. Et la meilleure occasion, c'est faites un match comme ça. Team, reste du monde vs Team USA et on voit c'est qui les meilleurs. Et si les mecs, ils ont un peu de fierté, pour moi, ce match-là, tu le perds pas. De la même façon que les States sont partis au JO contre la France et cetera, quand il fallait élever le niveau, ils ont élevé le niveau, bah, montrez-nous si c'est toujours vous les boss du basket, en fait. Pour moi, c'est le seul truc qui peut aujourd'hui, enfin, je pense, et je me trompe peut-être, mais qui peut redonner vie au All-Star Game. Parce que, tu vois, la dernière fois, j'entendais KD qui dit: «Ouais, non, moi, le format Est-Ouest, ça me convenait très bien». Les gars, ça fait 15 ans, tu es All-Star Game. Donc, tu as vu le moment où le truc, il a chuté et que c'est devenu du n'importe quoi, pourquoi tu as rien fait? Pourquoi tu as rien dit? Tu es un des plus anciens, tu es le plus légitime pour mettre des pressions aux gars, pour dire: «Eh les gars, vous venez, soit vous jouez, soit vous vous cassez». Tu le fais pas. Bah, voilà. Donc si Adam Silver vu qu'on est là pour son procès, pour un peu son truc, il y a des trucs qu'il a bien fait, il y a des trucs qu'il a essayé, on lui donne son crédit. Mais le vrai truc, c'est pas un tournoi à 4 équipes. Le vrai truc, c'est Team USA vs team reste du monde. Moi, je trouve que tu es bien optimiste, Chacal, hein, parce que pour moi, c'était mort. Tu pourras Bah, faire ce que tu veux. Je sais pas comment redonner ces lettres de noblesse à ce format-là. Je pense que même ça, ce sera pas suffisant parce qu'il y a un truc avant qui motivait les joueurs.
l'étoile de cet All-Star-là. Ça se voyait que les gens, ils le voulaient. Ils voulaient gagner cette récompense. Au début, ça jouait normal. Au bout d'un moment, il y a un joueur qui se décide. Tu vois, il y a une espèce de compétition et ça peut vite s'enflammer. Aujourd'hui, il n'y a plus personne et qui a Pas envie de d'accord. gagner ce trophée. LeBron, quand il joue pour gagner. LeBron, après peut-être qu'il motive pas les autres gars ou quoi que ce soit, mais LeBron, il joue pas pour perdre, hein. LeBron, il joue pour gagner. Ça, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais LeBron, il joue pour gagner. Et LeBron, s'il peut prendre son MVP, il va prendre son MVP, hein. Et c'est pour ça qu'après, je dis, bah, en fait, c'est juste qu'en face, il y a pas de répondant et que peut-être que lui, il fait son truc dans son coin et qu'il met pas, tu vois, il va pas au conflit avec les gens ou qu'il leur met pas la pression. Mais LeBron, quand il est là pour gagner. Ça, c'est un truc que je peux pas lui retirer. Après, les autres, pourquoi ça les intéresse pas? Peut-être que dans leur contrat, faut leur dire que si tu es MVP du All-Star Game, tu auras 1 million en plus de salaire. Je trouve Par ça contre, ouf. ça les Non, mais motivera pas. je trouverais ça ouf, tu vois? Bah, peut-être parce que regarde, quand il y a eu l'Emirates Cup là, le tournoi, le In-Season Tournament, les mecs, ils ont tous dit, «Les 500 000 en plus, on les veut, nin 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 nin», donc peut-être que ouais, si tu mets un truc comme ça dans les contrats des gens, peut-être qu'ils vont vouloir. Regarde, je sais qu'il y avait des débats sur Tatum, à un moment, il a vu le seum contre un journaliste parce qu'il était pas, All NBA. Je crois qu'il fallait qu'il soit first ou second team, All NBA pour avoir des incentives dans son contrat et du coup, il y a des votes qui sont pas passés et il avait le seum par rapport à ça, tu vois? Donc je pense que quand même ça doit jouer un peu. Mais sincèrement, juste l'idée de faire, Team USA contre Team Reste du Monde, si ça marche pas, bah ouais, cut. Tu vois? C'est bon, c'est fini, arrêtez l'All-Star Game et voilà. Sauf que les NBA vont jamais arrêter parce qu'en termes de bénéfices et d'argent, ils sont grave de l'argent grâce au All-Star Game et même la ville qui accueille l'All-Star Game, elle se fait de l'oseille de malade. Toutes les stars, toutes les célébrités qui vont au All-Star Game, qui passent un week-end là-bas pendant une semaine, la ville qui accueille l'All-Star Game, c'est un truc de malade. C'est pour ça que je comprends même pas pourquoi les gens ils sont pas motivés. Tu as toutes les stars du monde qui viennent te voir jouer. Le match, il est diffusé partout dans le monde. Tu pas, ouais, tu pas motivé. Bah, je sais pas qu'est-ce qui va les motiver les gars. Honnêtement, je sais pas, hein. En tout cas, moi, je trouve ça dommage et j'espère qu'un jour, ils prendront cette décision de le match, Team USA contre Team Reste du Monde. Moi, je kifferais voir ça et je pense que enfin, j'espère que les gars seront motivés par ça, pour ça. Après, pour la suite, bah, on verra bien déjà si le nouveau format, il change quelque chose sur ce match d'un soir. Après, on va vous laisser, en juger, de vous-même. C'est plutôt à vous de nous dire est-ce que Adam Silver est coupable ou pas de la Mmh. NBA actuelle? Dans quel sens, On va être gentil, on va dire: «Est-ce qu'il est responsable?» parce que coupable, ça fait genre, faut lui couper la tête. Non, non, est-ce qu'il est responsable? En tout cas, c'est jusqu'où vous pensez qu'elles vont ses responsabilités par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui dans l'NBA? On a parlé de pas mal de choses, de la défense, de l'arbitrage, le flopping, le load management et ce qui se passe avec actuellement au All-Star Game. Tout ça, c'est lié à des décisions qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises dans certains cas, par le commissionneur, par Adam Silver. Bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que vous pensez vraiment que en gros, ça serait de dire, c'est quoi la part de responsabilité de la NBA et donc d'Adam Silver vs, les joueurs? Comment on partage les responsabilités de chacun? C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié. N'hésite pas à partager, liker et surtout, oublie pas de t'abonner. Comme on dit chez moi ou déjà foot qu'on est, c'est ici que ça se passe chez Chronique NBA.